En direct. Salut tout le monde. On est parti pour le live d'Esprit avec la lignée des Dryades en direct avec Xlatok, l'auteur Bonjour. de Esprit. Voilà. Et bien on est parti. On est parti. Alors, quel est l'ordre du jour? Quel thème d'esprit allons-nous discuter? Oh, on va voir un petit peu la médecine et puis comment les gens se détendent et les arts qui sont développés sur l'univers. Et alors le personnage que vous pouvez voir, qu'on a fait avec Clappy, c'est donc une dryade basée sur des résineux et des vêtements typés Ainu. Voilà. Les Ainu, qui Dire sont de- une tribu indigène qui vit au Japon. le nord du Japon. Équivalent des Amérindiens du Japon qui se sont fait massacrer pareil et foutus dans des réserves pareilles. Tu vois. Pour En gros. grossir le trait. Mm. Voilà, donc les dryades sur Kiwandoto, le monde d'esprit, c'est des créatures qui vont être capables d'avoir des lianes hein, en plus sur leur corps, en plus de leurs membres réels. Et donc la dryade qu'on voit là, eh ben, elle patouille du mortier avec ses lianes et elle tient son pot de mortier avec des lianes. Alors c'est pas vraiment des mains. Voilà, ce genre de jeu, je sens déjà des joueurs me dire ah ouais du coup je peux avoir 5 armes. Tout ça. Non, c'est pas des membres suffisamment forts pour tenir ou précis pour tenir quoi que ce soit autre que voilà, des outils de base, porter des trucs, aider à l'escalade, enfin ce genre de choses là. Et c'est déjà très très bien. On évite le multibras. C'est ça. Docteur Octopus. Ça c'est pas le Docteur Octopus, c'est exactement ça. C'est comme une queue de singe, sauf que vous en avez plusieurs. Voilà. En grosso merdo. Et, euh, et donc, voilà, comme toujours, le personnage est ni masculin, ni féminin. Alors, raison de plus d'ailleurs, parce que là, c'est un résineux, et les résineux, après vérification, j'ai quand même bien l'impression qu'ils sont tous à la fois mâles et femelles. C'est-à-dire hermaphrodites, et puis voilà. Voilà, voilà. Et donc, une dryade Ah, on dit une qui est. dryade, peu importe le genre en fait de Ouais, alors l'individu. je dis une. C'est vrai qu'à l'écrit, je vais écrire A-E-N, collé, pour montrer la neutralité, mais ouais, je dis une D'accord. par simplification, on va dire, hein, par commodité, par référence à nos ancêtres grecs. Oui, c'est vrai qu'il me semblait que les dryades étaient des créatures plutôt féminines dans les légendes. Oui, 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 tout à fait. Ce sont des femmes, et c'est bien pour ça que tous les noms des arbres en grec sont féminins. Il me semble qu'en latin aussi, et on a le reliquat du côté de Marseille où on dit une platane, par exemple. Ah, c'est marrant. Le reste de la France dit un platane, nous on dit une platane. Enfin, à Marseille, ils disent une platane. Alors, le premier thème que je voulais aborder, c'était la médecine. Savoir est-ce que les gens se lavent, comment ils se soignent, est-ce qu'ils ont une connaissance de ce que c'est qu'une maladie ou un truc comme ça. Alors, oui et non. Les bases de référence qu'on peut utiliser quand on joue à un médecin à esprit, c'est regarder ce qui se faisait chez les Aztèques, qui avaient une médecine assez complexe en fait, bien, bien développée, une pharmacopée précise, des remèdes cohérents, même une organisation médicale au niveau de leur ville. On peut aussi regarder ce qui se faisait dans l'Empire musulman au Moyen Âge, qui sont les premiers à avoir bricolé un peu de chirurgie, et notamment des instruments de chirurgie. Et aussi dans l'Égypte ancienne, qui avait là encore pas mal de chirurgie de base.
Voilà, ça, donc vous prenez un petit peu ce genre de choses-là et on rajoute quand même qu'on connaît l'utilisation des antibiotiques à partir des champignons. Et c'est pratique quand une partie de la population sait des champignons qui peut faire pousser des champignons comestibles ou à différents usages sur eux. Ça permet d'avoir des antibiotiques. Salut Aurelton, vive les arbres et les fleurs. Voilà, Drosser est avec nous. Voilà, donc Orelton qui jouait une Hanabi à l'époque, un Hanabi. Et bah, ce sera, je sais pas quand, parce que les Hanabi, chaque mois, c'est quand même dans les derniers à avoir le nombre de votes. Donc, sauf surprise, je croise les doigts pour que le mois prochain, ce soit les Sauriens ou les Saprosites. Mais bon, le report des voix, ça peut toujours faire des surprises. Et Les d'un seul coup, paf. saprosites. Ouais. C'est le grand suspense. Seront-ils vraiment les derniers ou, ou les avant-derniers? Ouais, j'espère pas. Non, il y a quand même toujours pas mal de monde qui vote, mais il n'y a pas trop de report de voix sur eux. Donc, hmm, ouais, bref. À moins que ça soit le choix par défaut, les gens voteront pas pour eux. Les centaures lombriques ont pas de succès. Ouais. Il y a une team Saprosite hein, qui fonctionne bien, mais du mal à recruter. Alors, donc je reprends mes petites données. Pour la médecine, alors, la base, la médecine, hein, c'est l'hygiène. Est-ce que les gens se lavent? Oui, ils connaissent l'importance de l'hygiène, notamment pour prémunir les maladies. La superstition, c'est que les maladies viennent en général d'un contact involontaire avec un truc du monde spirituel parce que le voile s'est affaibli entre toi et le monde spirituel à un moment. Et du coup, plus tu entretiens bien ton corps, moins ce contact, moins ce voile risque de se briser, puisqu'en fait, c'est les trucs qui sont négligés, oubliés et sales qui vont favoriser le voile. C'est la superstition, l'explication que les gens ont. Donc, on se lave. C'est-à-dire que tous les jours, les gens, si possible, vont pouvoir se nettoyer le corps. Alors, c'est pas forcément en prenant des bains, se frotter dans le sable ou se faire des cataplasmes d'argile sur tout le corps et gratter derrière, ce que font les cochons, ça marche aussi très très bien. Voilà. Éventuellement, le grattage avec des herbes fraîches ou séchées pour sentir bon, ça marche aussi. L'utilisation d'un gant, si on a un petit peu d'eau mais pas beaucoup, voilà. De brosse, tout ça, voilà, l'entretien du corps, sachant qu'on sait aussi faire du savon, ça c'est bon. Voilà. Il n'y a plus de plantes saponines, parce qu'elles ont toutes des fleurs, j'ai regardé ça, et donc du coup elles sont toutes mortes a priori. On fait du savon avec autre chose. Est-ce que les gens se brossent les dents? Oui. Quand ils en ont. Pour ceux qui en ont et qui ont besoin de se nettoyer les ongles et les sabots, voilà, donc eh ben, comme chez nous, il y a l'usage de la racine de siwak qui fonctionne très très bien pour se nettoyer les dents. Si vous ne savez pas c'est que la racine de siwak, c'est un arbuste dont la racine, quand tu la coupes juste un petit bout, fait des fibres. Et il se trouve que quand on la mâchouille, eh bien, ça dégage tout ce qu'il faut pour faire l'antifrice, y compris du fluor. Et c'est ce que était utilisé sur toute l'Afrique de l'Ouest, si ma mémoire est bonne, en Moyen-Orient et en Asie, pour se nettoyer les dents. Et au test international, ça marche tout aussi bien, voire mieux que le dentifrice finalement, puisque la, la racine de siwak, quand on se lave les dents avec ça, on est obligé de s'en servir pendant plusieurs minutes, parce qu'il faut la mâchouiller dans tous les sens. Là où le brossage de dents, finalement, les gens y tiennent moins d'une minute en général. Voilà. Alors, quand on n'a pas de racine de siwak sur Kiwandoto, on peut utiliser l'écorce de noyer. On a vu que le noyer, il y en avait encore. Des poudres d'argile, voire du charbon de bois. Donc là, c'est vraiment dans l'ordre du top au moins top.
Et voilà, on entretient ses dents, ses sabots, ses mandibules avec ça. Les personnes qui vivent dans des communautés sédentaires, surtout sédentaires, peuvent avoir accès à des bains de vapeur ou des saunas si on a les ressources suffisantes. Se faire des petites fumigations, tout ça. Voilà. Donc en termes d'hygiène, on a conscience de la nécessité du truc. Ce qui permet d'avoir une espérance de vie qui, si on n'est pas mort de différentes choses, parce que le changement de climat ça fatigue le corps, on peut tenir jusqu'à plus de 50 ans. Voilà. Est-ce que les gens nettoient leurs outils, leurs maisons, tout ça? Oui, bien sûr. Voilà, avec du savon, quand il y en a. On va aussi utiliser des méthodes de fumigation, balayer les rues si possible, et utiliser de l'alcool pour désinfecter des outils éventuellement, quand on crame pas, quand on n'utilise pas le feu direct. Voilà. Alors c'est de l'alcool, on n'a pas les moyens normalement de faire de l'alcool à 70-80 comme chez nous, c'est pas aussi bien, mais voilà. En termes de consommation de flotte, parce que là aussi on sait que c'est quand même une bonne façon de choper des maladies. La plupart des gens vont boire de l'eau bouillie, sous forme de thé ou d'infusion, ou avec de l'alcool, du vin et de la bière, surtout des bières. Voilà. C'est rarement de l'eau pure. Les moments où tu vas boire de l'eau pure sur Kiwanoto, c'est quand c'est de l'eau qui vient des glaciers, ou que tu puisses direct à la source. Sinon, les gens ont quand même conscience qu'il est possible que la chose ait été négligée ou oubliée, donc il faut la stériliser. Il y a encore du vin Exception à ça, et de la bière sur Kiwandodo, c'est pas des boissons qui sont faites à partir de fruits? alors oui, il y a pas de vin, ce qu'on avait vu la dernière fois. Par contre, des trucs fermentés à base de différentes écorces ou grêles, notamment des tubercules, ça se fait bien. Ça se fait très bien. De l'alcool de patate. Je vais noter la liste des alcools possibles. Je ressors ça. Ouais, parce que si tu nous parles de vin et de bière, ça peut peut-être porter à confusion pour les gens qui se mettent à te parler de vin ou de bière, donc des boissons qui sont faites à partir de fruits, qui n'existent plus sur Kiwandoto. Hum, hum, hum. Bon, il y a quand même encore quelques fruits, mais pas beaucoup moins que chez nous. Alors, où est-ce que je l'avais noté? Ouais, c'est ça. On sait faire des alcools à partir de céréales, de tubercules ou d'agaves. D'accord. L'agave qui sert vraiment à plein de choses. Voilà. De la même façon, l'aloe vera, ça marche à des tas de trucs. Et il y a de l'aloe vera. Ça pousse. Partie des plantes cultivées. Voilà. Oui, exception donc aux gens qui peuvent. Il y a quand même des gens qui peuvent toujours boire l'eau telle qu'ils la trouvent, c'est les hanabi, souvent. Voilà. Ils s'en foutent. Parce qu'ils l'absorbent directement. Ce qui n'empêche pas de pouvoir tomber malade quand ils boivent de l'eau croupie, n'est-ce pas, Drosseur? Ça, Voilà. ça sent le vécu en JDR, ça. C'est le vécu en JDR, bah oui. Tu te nourris directement dans le sol, donc tu es quand même aussi un peu plus facilement exposé à ce genre de choses. Voilà. Et un autre truc en termes d'hygiène auquel nous en Europe on pense pas forcément beaucoup, mais qui est fréquent à Kiwandoto, c'est les massages collectifs. Voilà. Les massages collectifs. Le, ouais, le soir, à la veillée, sur les temps de pause, tout ça, c'était assez fréquent pour la communauté de se regrouper et de se masser les uns les autres, histoire d'éviter les entorses, les courbatures, les contusions, tout ça. Ah, il y a un côté pouillage un peu. Un petit côté épouillage, c'est ça. Un gros côté épouillage.
ça fait partie des choses qui se font, qui sont assez communes. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est préventif. Maintenant, si on veut passer au curatif, les, euh, les, les médecins catégorisent les afflictions en 4 catégories. Ça, les joueurs le savent. Il y a les blessures, les maladies, les poisons et les traumas, qui correspondent aux agressions mentales. Voilà. Donc au niveau des blessures, qu'est-ce qu'on sait faire? Comment on sait les soigner? Donc on va être capable de faire des cataplasmes avec de l'argile, toujours hein, l'argile vraiment le matériau de base utilisé pour à peu près tout, soit la construction, la médecine, l'hygiène. Voilà. On sait faire des attelles ou des plâtres, ça va. Et on sait aussi suturer les plaies. Alors on va utiliser des trucs que justement les Mexicains utilisaient et qui ont été utilisés brièvement en Europe, c'est les têtes de fourmis et de scolopendres. Oh là. Ouais, Ça paraît enfin, ouf quoi. ça paraît ouf, mais en fait, ouais, tu peux suturer des plaies avec les mandibules des fourmis, tu les plantes et casses la tête, voilà. Et sur les grosses plaies, des scolopendres, ça marche aussi. Voilà. Tu m'étonnes qu'en Europe ça a pas pris, putain. C'est pas que ça a pas pris, c'est on a découvert le truc très tard et on a D'accord. vite eu les technologies pour faire des agrafes un peu plus chirurgicales ou recoudre directement. Voilà. Ah, Et du coup, la suture à tête de fourmi, on fait ça sur Kiwandoto, ça marche bien. tu m'étonnes qu'à une époque certains médecins avaient des tronches de vieux sorciers avec leur sac rempli de têtes d'insectes. Mm. Mais ouais, ça marche bien en fait parce que du coup, c'est des matériaux sur lesquels le corps humain risque pas de faire une infection. C'est juste une mandibule qui injecte pas de poison ou quoi que ce soit. Donc, ça tient bien et visiblement ça a l'air de tomber quasiment tout seul quand la plaie est réparée. Mm. Voilà. Pour nettoyer les plaies et désinfecter les plaies, on va utiliser des mousses, en fait des mousses de type un petit peu éponge, qui ont l'avantage de ne pas laisser de résidus dedans. Sinon, on peut aussi désinfecter à l'alcool. Pareil, c'est pas de l'alcool à 70-80 comme il faudrait. Ou à l'urine chaude, comme ce que faisaient les Aztèques, justement. On pisse un coup sur la plaie, ça désinfecte. Rude. Ça marche. Si on a envie d'être propre, on prend un bol. Et c'est moins bien. Parce que du coup, il y a quand même un contact avec un truc intermédiaire. Voilà. On sait faire des cautérisations. Voilà. Ça, c'est pour gérer les blessures aussi. Et si jamais il y a suite à une blessure, il y a des nécroses ou des infections qui se développent, les éléments qui sont utilisés pour gérer ça, ça va être le sel, parce que ça ronge le pus. Donc c'est un truc à bien gérer pour pas que ça attaque la chair saine. Il faut le mettre, puis après tu l'enlèves. Alors, je le faisais moi quand j'étais gamin sur mes plaies qui s'infectaient. Tu douilles, mais ça marche. Ah, le sel, ouais, ça douille dans les plaies. Ouais, ça faut le mettre sur des plaies qui sont infectées où tu vois que tu as du pus qui commence à se former. Tu peux le mettre et puis tu surveilles. Que dès qu'il n'y a plus de pus, il faut enlever. Quoi. Ça prend quelques heures. Tu douilles un peu au début, puis après ça va. Ouais. Euh, Tranquille. sinon, les versions soft, c'est les sangsues et les asticots qui vont ronger les chairs mortes. Attention, là pareil, notamment avec les asticots, ça mange les chairs mortes, mais quand ils ont plus de chair morte, ils peuvent attaquer la chair vivante, parfois. Donc il faut un médecin pour gérer la situation. C'est ouf en fait. Je remarque toutes ces astuces qui fonctionnent dans la vraie vie sont en fait très éloignées de ce que nous on pourrait considérer comme hygiénique en fait. Enfin, l'urine, les asticots, tout ça, c'est pas des choses que t'as envie de mettre sur tes plaies en. Enfin,
j'ai envie de dire en temps normal, entre guillemets, quoi. Alors c'est pas exactement que là, je parle vraiment de, ouais, de chair qui se nécrose, tu vois, ça s'infecte bien, ça, le sang qui circule mal, tout ça. C'est ouais, ça permet de enlever les tissus pas sains, quoi. Mm. Tissus abîmés. Et en fait, les sangsues, si ma mémoire est bonne, les hôpitaux se remettent à les utiliser dans certains cas, notamment après certaines grosses opérations pour ramener le sang, revivifier les tissus et après certains cancers, on peut s'en D'accord. servir. Ouais, Mm. ça doit être dans des hôpitaux assez ouverts d'esprit et aux choses expérimentales, parce que ça c'est vachement éloigné de ce qu'on pourrait s'attendre d'un protocole de médecine, quoi. Oui, bah il faut que ce soit hyper encadré et c'est des trucs qui se font avec l'accord du patient. On te dit, on vous propose le traitement à base de sangsues, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Ouais, c'est ça, quoi. Mm. Voilà. Est-ce qu'on s'est amputé aussi? Bon, voilà, souvent on tourne les blessures, donc les trucs un peu dégueux avec des tissus nécrosés, des amputations, des machins comme ça. Et oui, on s'est amputé. On sait du coup anesthésier les personnes avec des somnifères ou ce que les médecins arabes faisaient, donc les éponges soporifiques. De- de- donc un récipient dans lequel on mettait des choses qui pouvaient endormir les personnes. Voilà. Et en général, on associe ça avec de l'hypnose aussi, sur Kiwandoto. Voilà. C'est pas très différent de ce qu'on faisait aussi en Europe à l'époque, même si on avait des décoctions de plantes un peu moins standardisées que les Arabes à l'époque. Ça reste cependant toujours des trucs artisanaux. La dose est donc rarement parfaitement adaptée au malade. Donc le malade va pouvoir assez fréquemment rester endormi un peu trop longtemps ou se réveiller un peu trop tôt. Tout ça, c'est possible. Ça promet des opérations folklore, quoi. Salut Ouais, Astro, comment ça va? Désolée. coucou. Ouais, ça promet des opérations, je disais, épiques, quoi. Enfin, il y a un côté assez tendu, quoi. Et même du coup, en séance de jeu de rôle, ça peut amener amener des Ouais, choses ultra surprenantes pour les joueurs, quoi. tout à fait. Alors, comme je suis un MJ gentil, mais où j'ai eu des joueurs prudents, hein, voilà, j'ai pas eu trop à gérer des grosses blessures, plutôt des traumas mentaux et des maladies. Parce que par contre, j'ai des joueurs imprudents avec les trucs, les trucs qui traînent. Mais ouais, en termes de blessures, il y a toujours eu des joueurs qui évitaient les conflits, donc ça, j'ai pas eu à faire des amputations, des trucs comme ça. Ah, parce qu'il y a moyen que ça soit un peu rude, quoi. Tu sais, assister à une Mm. opération ou quoi, et puis t'as le patient qui se réveille au milieu. Ouais. Tu te retrouves avec des personnages complètement traumatisés à force. Ah oui, ça peut être rigolo. Ah bah, ça reste un univers post-apo. Alors c'est vrai qu'ils ont des connaissances d'avant qui sont quand même toujours utiles. Mais voilà, ça reste un univers qui fait pas trop de cadeaux, quoi. Ouais. Bienvenue sur Kiwandoto. Ça, je dis toujours, je pense que je suis pas du tout un MJ assez méchant, en fait. Ah, c'est sûr que, enfin, je sais pas comment tu masterises, mais vu comment l'univers est pensé, il y a moyen que les joueurs ils en sortent catastrophés des séances, hein. Ouais, c'est possible. Bah après, voilà, c'est vrai que les gardiens des saisons sont quand même vraiment au-dessus du lot pour pas mal de raisons, hein. Mais oui, le monde dans lequel ils vivent est un peu plus traumatisé que ça.
Donc ça, c'était les blessures. Donc c'est quand même les trucs les plus fréquents. Donc la plupart des médecins savent gérer avec les choses que j'ai indiquées là. Sinon, il y a des maladies. Alors bien évidemment, on ne fait pas la différence entre les trucs viraux et bactériens, hein, voilà. Ce qu'on sait, c'est que les maladies, c'est contagieux et que c'est vivant, entre guillemets, euh, dans le sens où on considère que c'est un contact ou le voile qui a été percé avec le monde spirituel. Et du coup, il y a des yokai qui sont passés et qui ont envie de se disséminer. C'est un peu comme ça que les maladies sont vues. Euh, et on va les traiter de plusieurs façons. Alors déjà, on va isoler les malades. Ça, c'est la base. On sait faire. On connaît l'importance de la quarantaine. Dès qu'une personne est malade, les médecins vont s'approcher d'eux si possible avec des tenues protectrices. Voilà, après, bon, si on reconnaît la maladie et qu'on voit que c'est pas contagieux, ou enfin, on connaît les modes de contagion, on prend les dispositions nécessaires. Mais voilà, il y a des tenues protectrices quand c'est disponible, faites en cuir et couvertes de cire. Ça, c'est un peu comme les médecins du Moyen-Âge, avec leur Avec bec, leur masque de respiratoire. je sais plus le nom français, j'ai le nom anglais plaque doctor en tête. Les médecins de peste, Médecin de peste, voilà. tout simplement. Donc, contre les maladies, on a toute une pharmacopée assez efficace, voilà, à base de champignons, essentiellement, ou des extraits de plantes. Parfois, on va mettre des extraits animaux ou minéraux qui vont plutôt servir à faire des excipients, à donner du volume ou donner du goût. Voilà. Essentiellement, par contre, voilà, sauf pour les antibiotiques qui vont vraiment guérir, on a surtout des machins qui vont servir à soulager le malade. Et il va guérir lui-même de tous ces petits yokai qui l'habitent et qui ne doivent pas se promener ailleurs. Voilà. Les médicaments, ça va être sous forme de pilules qu'on fait avec de la cire et puis on met le truc dedans, ça fait une pilule, on avale ça. Des infusions ou des poudres à diluer ou à sniffer. Essentiellement, ça va être ce genre de choses-là. Voilà. Et ça, c'est pour la partie euh, physique du remède. Quand je disais vous inspirer de la médecine traditionnelle mexicaine ou aztèque, c'est parce que, comme la maladie, il y a un côté superstitieux derrière, il y a aussi une part psychologique, c'est-à-dire qu'on va faire des rituels pour la personne, ou la personne va devoir faire des rituels et des mantras pour réparer le voile qui a été brisé entre le monde spirituel et le monde physique. Alors c'est la toute petite brisure, c'est pour ça que c'est pas une grosse invasion de yokai, d'habitants du monde spirituel. Mais voilà, c'est important qu'elle répare son truc. Donc quand quelqu'un tombe malade, ça marche aussi pour le poison, on verra ça juste après. Un des, un des travaux du médecin, ça va être de discuter avec la personne pour retracer le parcours. Voilà, qu'est-ce que vous avez fait, où est-ce que vous êtes allé. Et donc, par défaut, les trucs inhabituels que les malades ont fait, genre on est allé un peu plus à l'ouest pour chasser que d'habitude, voilà. Ah bah, quand j'ai réparé, quand j'ai voulu mettre un nouveau silex sur mon javelot, j'ai dû faire un nœud un peu différent de d'habitude parce que ça tenait pas bien, tout ça. On va partir du principe que c'est ça la cause de la maladie. Voilà. S'il y a plusieurs victimes, on va croiser les informations et on va essayer de trouver le truc chelou qu'elles ont fait. Et à partir de là, ça va généralement déboucher sur des tabous, des interdits,
et des trucs maudits au sein de la communauté, quoi. Donc, on sait que si tu vas à cet endroit-là, il faut pas passer à gauche du vieux chêne, tu pourrais tomber malade. Voilà. Si tu te rends dans le à l'étang du Nord, et toujours avec toi un seau, parce que voilà, il y a 2 ans, quelqu'un y allait, il n'avait pas un seau, il avait une jarre, et puis pouf, il est revenu malade. Il ne puisse plus de l'eau avec la jarre. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Ouais, c'est marrant que ça déborde sur des superstitions qui peuvent paraître Mm. très stupides en fait quelque part et en même temps l'univers de Kimondoto on est rempli de superstitions qu'on comprend pas toujours quoi. Ouais. Et parce que l'idée, c'est qu'il y a toujours une raison à quelqu'un qui tombe malade ou qui chope des poisons. Donc, c'est la façon qu'on a de trouver le truc, c'est de retracer et puis dire bon, ouais, ça c'est pas été fait comme d'habitude. Donc d'habitude, il n'y a pas de problème, puis là, il y en a eu un, ça doit être ça. Bon, s'il y a plusieurs trucs problématiques, et ben, c'est au médecin de définir qu'est-ce qui a pu pêcher. Et si on trouve rien, genre la personne a juste suivi la routine et les consignes habituelles, c'est là que c'est rigolo, c'est que ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, une de ces actions ou de ces pensées ont été à l'encontre du ciment de la communauté, donc de l'image même de la communauté dans le monde spirituel. Et c'est ça ce qui a créé le décalage. C'est-à-dire que dès que la personne est guérie, si elle est guérie, il faudra passer à un jugement, une punition et tout ça. Et réparation, ce coup-ci pour la communauté. Ah ouais, c'est de la police de la pensée à ce stade-là. Ah ouais, mais voilà, si tu tombais malade, c'est que le voile à un moment s'est brisé entre toi et le monde spirituel, des yokai t'ont chopé, et le voile ne se brise que s'il y a un truc qui est négligé, pourri, malsain, donc il y a forcément un truc qui se passe. Voilà. Mm. Et voilà, donc tout ça, ça débouche sur des superstitions, des lois, des interdits, des tabous. C'est comme ça que ça vient. Que des joyeusetés. Oui, oui. Du coup Bah, j'imagine tu vois. non j'imagine trop les joueurs arriver dans un village où ils doivent résoudre une situation et il y a des tas de superstitions qui leur paraissent plus improbables et débiles les unes que les autres et du coup ils ont beaucoup de mal à se faire entendre ou à rétablir leur tâche parce qu'il y a des mots tabous, il y a tu peux arriver dans des situations complètement improbables en fait, qui peuvent être Mhm. assez marrantes en fait. Ouais, c'est ça. Bah, le médecin, le rôle du médecin, c'est de bien identifier la cause, quoi. S'il se plante, voilà. Typiquement, si la maladie revient, c'est que c'était pas la bonne cause, donc il faut trouver autre chose. Et donc le médecin a échoué. Et ça va, il se Et fait pas trop lyncher par la communauté s'il échoue. il pourrait. Après, c'est compliqué parce que bon, le médecin, c'est pas forcément ce qui est le plus facile à remplacer. Après, s'il se plante tous les mois, peut-être falloir changer le médecin, hein. Euh, et les poisons, c'est le pendant mort, entre guillemets, de la maladie. C'est-à-dire que on se dit que ça fonctionne à peu près pareil, sauf que c'est pas contagieux et que ça va beaucoup plus vite. Les médecins connaissent une bonne partie des antidotes pour les poisons courants, hein. Ça va être à base de minéraux, de champignons, d'animaux, de végétaux, tout ça. La vraie difficulté pour les poisons, c'est d'identifier le, le poison en question, de trouver les ingrédients du remède, le préparer et l'administrer à temps. Ouais.
qui se fait, parce qu'on ne fait pas de stock d'anti-poison, sauf si on sait qu'il y a un poison qui est fréquent dans la zone où on habite. On va aussi utiliser pas mal de lavement, de pister et de vomitif, parce que ça permet d'évacuer le poison. Une petite saignée de temps en temps, éventuellement, c'est pas trop recommandé, on n'aime pas trop ça, mais bon, des fois, on se que... voilà. L'idée d'un poison, c'est que c'est pas un machin du monde spirituel vivant qui est en train de te bouffer, c'est un reste d'ancienne fragilité qui a, qui a contaminé un truc matériel. C'est pas que c'est pas contagieux parce que c'est une trace, comme ce serait comme un os en fait. Voilà. Quand tu trouves un os, c'est juste ça. Ça se reproduit pas. Donc les animaux qui sont vénéneux ou les plantes qui sont vénéneuses, vénéneuses, je sais pas dans quel sens, on va considérer que ces créatures-là sont déjà des passages, des lieux de fragilité, des hybrides un petit peu entre le monde spirituel et le monde physique. Si on les tue, donc, ce passage-là se ferme, donc il n'y aura pas la propagation. Il ne faut pas le bouffer quand même, parce que du coup, tu te prends le passage et les reliques, le reliquat dans ton corps, et donc tu peux devenir malade, enfin, empoisonné. Alors, donc ça, tout ça, c'est les poisons. Et du coup, pour se protéger des poisons, c'est un des rares cas où on va utiliser des peintures sur le corps, des maquillages, des trucs comme ça. Voilà. Ça peut Ouais. même faire partie du traitement, c'est de se C'est surprenant maquiller. pour des poisons. Alors, l'idée qu'il y a derrière, je viens de développer un peu plus sur l'art, c'est que tout ce qui est décoré, artistique, peinturé, jusqu'à des ornements, est beaucoup plus ancré dans le monde physique. Du coup, ça permet de se protéger du monde spirituel, donc éventuellement des poisons et des maladies. C'est pour ça que du coup, une des façons de combattre les poisons, en plus des antidotes et tout ça, c'est de peinturer les gens. Voilà, c'est partie des superstitions du monde. On a des foutues idées à la con quand on crée des mondes, je suis d'accord. Je pense que celle-ci en fait partie. Ça me semblait incohérent dans l'ensemble. Et donc il nous reste les traumas, donc les maladies mentales, ce que mes joueurs connaissent bien. Leurs personnages ont souvent eu des traumas mentaux. Voilà. Alors, les médecins de Kiwanoto reconnaissent l'existence de maladies mentales. Plus de batterie. Pour guérir les maladies mentales, on a donc un accompagnement psychologique des gens qui correspondent à les technologies, les techniques classiques qu'on imagine chez nous, c'est-à-dire donc, le questionnement et éventuellement un petit peu d'hypnose. Tout ce qui est affliction mentale, on se dit bah, c'est comme une blessure physique, comme si tu te fais tu te prends une grande plaie parce que tu te fais mordre, sauf que là bah, c'est à l'esprit, au lieu que ce soit, au corps. Ceci dit, ça reste un truc qui n'est pas forcément hyper clair. Et du coup, si une personne a un changement de comportement vraiment soudain, on se dit que c'est un trauma, mais on se dit que c'est peut-être l'équivalent d'une maladie ou d'un poison mental. Donc on va chercher si s'il n'y a pas eu ça. Voilà. On peut aussi considérer que c'est juste le mental qui dégénère, comme le corps va pouvoir dégénérer avec le temps.
en faisant des cancers ou des arthroses de façon plus gentille. Donc on a quand même un accompagnement psychologique des gens, avec la part de superstition qui peut aller derrière aussi. Pour le reste de la maladie, tout ça, donc les opérations chirurgicales. Donc, comme je disais, voir ce qui se faisait en Égypte antique et pour les médecins arabes. Donc les gens sont capables d'opérer la cataracte, qui est une opération extrêmement simple. Ça fait flipper, mais en fait c'est très simple. De faire des trépanations. Alors, trépanation, parce que vous vous rappelez, c'est quand on ouvre le crâne. Alors ça, c'est étrange, mais en fait, c'est des choses qu'on fait depuis le néolithique, apparemment. Voilà. On a des traces de crânes néolithiques qui ont été trépanés, et les personnes ont survécu derrière, parce qu'on a bien l'os qui s'est réparé. Voilà. Visiblement, on savait faire ça à l'époque. On sait faire des césariennes, des ablations d'abcès, des trachéotomies. Et on peut aussi arracher les dents si on n'arrive pas à gérer les éventuelles caries avec des simples nettoyages en plâtre et autres médicaments. Donc le top du top qu'on est capable de faire, hein, si vous connaissez l'histoire de la fistule royale en France, et bien voilà, c'est le top du top d'esprit, c'est en termes de chirurgie, on arrive là. Alors la fistule royale, je pense que tu peux l'expliquer pour ceux qui connaissent pas. Ouais. Alors, il me semble que c'est Louis XVI ou Louis XV, 14, voilà. C'est Louis XIV, c'est ça. Donc, Louis XIV avait une fistule, voilà, au trou de balle, évidemment. Euh, et, euh, et à l'époque, voilà, il y avait les médecins, et les médecins ne touchaient pas le corps, n'avaient pas vraiment de notion d'anatomie ou de trucs comme ça. Voilà. Les chirurgiens, c'était vraiment une profession beaucoup moins bien vue, c'était les trucs pour les soldats, c'était des bouchers, enfin voilà, en plus ils disséquaient les corps, c'était moins bien vu, quoi. Et donc il avait des médecins qui ont prescrit des lavements, des saignées, des machins, tout ça. Évidemment, ça n'y a rien fait. Et en désespoir de cause, il a demandé à son chirurgien qui, euh, qui a fait une opération. Alors, c'était un truc en grande pompe, hein, parce que voilà, c'était la première fois qu'on faisait une opération de ce type. En plus, c'était sur le bras, donc il y avait. Euh, je crois que oui, c'est ça. C'est une vidéo d'Asclepios dessus. Vous pouvez aller la voir. Qui décrit un petit peu comment s'est passée l'opération. Voilà, donc c'était un truc unique et novateur. Donc, il y avait 20 personnes dans la salle pour l'opération. Assez fantastique. Et l'opération a marché. Ce qui a permis d'avoir une vraie reconnaissance du métier de chirurgien. Et des vraies formations reconnues, tout ça. Ouais. Donc, c'est ce qu'on est au maximum capable de faire en termes de chirurgie sur Kiwan Doto. On n'a pas trop de tabou à la dissection des corps, donc les gens s'entraînent. Pas de problème pour ça. Ouais. Oui, pour rappel, pour Ouais. ceux qui connaissent pas ou qui viennent d'arriver sur l'univers de Kiwandoto, il n'y a pas comme dans notre monde ce rapport très sacré au cadavre en fait. Oui, Le cadavre, une fois mort, la personne devient une ressource utilisable qui peut permettre la pérennité de sa communauté et la survie de sa communauté. de sa famille, exactement. Et même on part du principe que si on s'attache trop au cadavre, bah, il pourrait ne pas se réincarner correctement, et donc bah, on évite. Ne pas trouver la paix dans l'au-delà, quoi. C'est ça. Donc il n'y a même pas de tombe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le top du top, c'est les aiguilles pour injecter des trucs. Voilà.
c'est quasiment impossible à en faire à l'heure actuelle avec le niveau technologique. Par contre, on trouve dans des ruines. Et ça permet donc des injections d'antidotes ou de médicaments ou d'anesthésie beaucoup plus fin. Donc un médecin qui a ça, il a quelques aiguilles, c'est la fête du slip, quoi. Donc les premières aiguilles ont été faites par des médecins arabes l'équivalent du Moyen-Âge chez nous. Ça existait avant la rupture et maintenant les compétences techniques pour les fabriquer sont clairement dépassées. Pour les autres trucs, on a les prothèses et les réparations. Alors, parce qu'après amputation, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. On sait faire des jambes de bois, des crochets, pinces pour remplacer les mains. On va aussi faire des orteils en prothèse. Voilà. L'idée, c'est que les personnes amputées puissent reprendre une activité le plus rapidement possible et avec le moins de soucis possible. Voilà. Il faudra éventuellement rechanger la prothèse, tout ça, mais il faut avoir un peu de rééducation. Mais voilà, on sait faire des trucs un peu rudimentaires. Et la dernière chose, quand même, dont il faut qu'on parle, c'est l'accouchement au niveau médecine. L'accouchement, toutes les lignées n'ont aucun problème à accoucher, enfin pour celles qui accouchent, hein, évidemment les dryades comme celles qu'on a là, elles plantent des graines et le machin sort tout seul. C'est quand même assez fandard. Pas besoin de porter un enfant. Il n'y a que les humains chez qui l'accouchement peut être problématique. Voilà. Tous les autres, les faunes, les tengus, tout ça. Voilà. Alors les sauriens, c'est complexe dans le sens où la femelle saurienne va rester immergée pour la fin de la grossesse et l'accouchement, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de vrai problème d'accouchement. Sauf chez les humains, et donc on a gardé cette idée-là, donc de l'accouchement se fait en groupe chez les humains, toujours besoin d'assistance, et ce qu'on fait, c'est qu'on assure l'hygiène et le confort de la parturiente. En cas de besoin, on n'hésitera pas à utiliser des forceps, des césariennes, ou des fumigations de l'entrejambe, tout ça pour attirer le bébé. On avait des trucs comme ça. Je crois que c'était en Europe quand même. Qu'on faisait brûler des plantes qui sentent bon en dessous pour aider à la dilatation et attirer l'enfant. Et ça On avait dit marche. ça avec Genre attirer l'enfant par l'odeur alléchée hors du ventre de sa mère, c'est intriguant comme je sais méthode. pas, avec des frites. Non mais l'idée de mettre vraiment de la vapeur et des fumées en dessous pour aider à la dilatation du col utérus. Est-ce que c'est vraiment déconnant? Je sais pas. Je suis pas expert du domaine, mais en tout cas, ouais, ça se fait. Mm. Du coup, on va parler un petit peu des pratiques artistiques sur Kiwan Goto. Alors, au niveau art, les, euh, les arts les plus pratiqués, les plus présents, c'est tout ce qui va être musique, chant et, de manière générale, les arts du geste. Donc, la danse, le jonglage, le théâtre, le mime. Voilà. Avec des disparités en fonction des types de communautés dans lesquelles on est. Donc si je prends les nomades, les pratiques artistiques, ça va se tourner autour de chant et percussion, avec un minimum de gros instruments et d'instruments tout court, donc beaucoup de jonglage, de mime, et la musique qui va accompagner ça, on va plutôt tourner sur des musiques arythmiques avec des chants gutturaux et diaphoniques. C'est-à-dire qu'on va
retrouvés en termes de chant sur les trucs traditionnels de Mongolie, et apparemment également en Finlande, ils ont aussi des chants diaphoniques. Mon pote m'avait dit ça il y a très longtemps. Je vous mets un petit lien de chant diaphonique mongol si vous voulez vous dire que les nomades de Kiwandoto ils chantent comme ça. Voilà. Alors évidemment, tout ce qui est chant diaphonique, hein, les Skrix, les Mirms et les Sylphes, ils gèrent ça super bien vu qu'ils font des chants avec tous les petits orifices qu'ils ont sur les stomates qu'ils ont sur le côté de l'abdomen. Donc ils peuvent faire beaucoup de notes différentes à la fois. Et les Tengu aussi. Les oiseaux. Les humains sont capables de faire un chant diaphonique, mais uniquement avec deux notes, mais la même, juste à un octave d'écart. Alors que les oiseaux, et du coup les tengus et aussi les insectes de Kiwanoto vont être capables de faire du chant polyphonique avec vraiment plusieurs notes, pas juste le do aigu et le do grave en même temps. Donc ça c'est pour les nomades. Ça du coup c'est des trucs participatifs, c'est-à-dire que quelqu'un va pouvoir lancer la tonalité sur les chants, les percus, le jonglage, tout ça, et d'autres personnes vont pouvoir rejoindre. Chez les semi-nomades, on va pareil utiliser des percussions et pas mal de bracelets musicaux sur les danseurs, tout ça. On va aussi commencer à ajouter des instruments avant, plus nombreux que chez les nomades, type flûte, corne, tout ça. Et puis quand je dis percussion, on a donc tout ce qu'on peut imaginer de chez nous, donc les sistres, hein, qui sont des genres de petits bâtons avec des mini cymbales dedans, des maracas, bongo, conga, tambour, tout ça. Les semi-nomades vont favoriser des musiques avec un accent mis sur le rythme, c'est-à-dire du polyrythmique, du contramétrique, et là encore du participatif. Donc en voyant ce qu'on fait chez nous sur le jazz et bien évidemment ce qui se fait dans en Afrique centrale, voilà, qui sont des musiques avec des rythmiques extrêmement complexes, où on va même changer de rythme en cours de musique, faire plusieurs rythmes en même temps. Enfin, je vous renvoie au spectacle d'Alexandre Astier, Que ma joie demeure. Ouais. Il décrit ça. Et une petite vidéo ici pour donner un exemple de musique africaine polyrythmique. Voilà, avec plusieurs instruments qui vont jouer en même temps, se répondre. Une personne qui a lancé et puis une personne qui rejoint. Ça, c'est chez les semi-nomades. Et chez les sédentaires, là, on va même avoir deux catégories différentes, c'est-à-dire qu'il y a les danses et les musiques à but participatif, ce qui va correspondre globalement aux danses folkloriques européennes. C'est participatif et ça permet de tasser le sol pour faire les maisons, de faire des petites fêtes où tout le monde peut jouer, quoi. Et en même temps, on a aussi des artistes dédiés qui, là, vont, à l'inverse des semi-nomades, au contraire, lancer la difficulté non pas sur le rythme, mais sur les techniques de beaucoup de notes très subtiles, donc avec des quarts de ton, beaucoup de demi-tons, voire même des huitièmes de ton, je crois qu'on a ça chez les coteaux, des accords et des rythmes pas très prononcés, mais les accords et les mélodies extrêmement subtils dans leur variation. Et pareil pour les danses qui vont accompagner ça, avec des mouvements de main, de tête qui sont au centimètre près. Ergo, instruments, sitar, vielle, violon, koto, shamisen,
Donc tout ce qui est corde frottée ou pincée, mais pas frappée, arrive beaucoup plus fréquent chez les sectaires, en plus des percussions. Et en termes de chorégraphie et de danse, voilà, pensez à ce qui se fait chez les Khmers, les danses Meiko, et puis bah, bien évidemment les danses rituelles indiennes. Je vous en ai une ici. Voilà, donc vous pouvez aller voir. Donc sur Kiwandoto, ça c'est vraiment les grandes classiques. Voilà. Bien évidemment, tout ce qui est musique, chant, danse et conte, le mime, ça permet de transmettre l'histoire et de faire l'éducation des jeunes. C'est aussi un des rôles de l'art. Voilà. Ça, c'est les arts courants à titre de détente. Qu'est-ce qu'on ça dans ce temps-là, Fidriade avance. Oui, gentiment mais sûrement. Mm. Ouais. Et donc, il y a d'autres formes d'art, évidemment. Donc, les bijoux, les petits coffishets, les talismans, que tout le monde peut éventuellement avoir envie de porter. Alors, c'est assez fréquent que chaque personne fabrique ses propres petits bijoux et colifichets. Ça lui permet de raconter sa propre histoire, de se rappeler des éléments de sa vie et de parler de sa personne. Voilà. Donc les gens vont porter leurs propres petits trucs Ça me qui fait les penser un peu au protègent de l'événement du tatouage. passé. De quoi? Ça me fait penser un peu au tatouage en fait. Les gens aujourd'hui ont tendance à faire un tatouage par rapport à un moment fort de leur vie ou parce qu'ils Oui, ils ont voulu marquer quelque chose, raconter quelque chose sur leur peau. c'est ça. Là, sur Kiwamoto, ce sera plutôt se fabriquer un petit bijou, ajouter un élément à sa tenue. Je vais mettre un petit patchwork pour ça. Voilà, c'était plus pour ça. Donc bien évidemment, hein, on rappelle que avant sa mort, il faut faire l'inventaire de tous ces petits machins-là et s'en séparer, leur trouver un usage, leur trouver autre chose qui puisse se passer pour pas qu'on soit euh, accroché à ça une fois qu'on a disparu. Et puisque tu parles des tatouages, il y a des modifications corporelles, bien sûr, type tatouage, scarification, piercing. Ça va aussi représenter des événements forts, mais par contre, ce ne sera pas des événements personnels, mais des événements communautaires. Donc si quelqu'un a un tatouage, mettons, de héron sur l'épaule, toute sa communauté aura ce même tatouage de héron sur l'épaule pour commémorer un événement marquant en lien avec la héron. Le jour où le héron nous a indiqué un lieu de pêche et que du coup on a pu bouffer. Voilà. Voilà, tout ce qui est bijoux et artefacts, c'est quelque chose de personnel. Tout ce qui est modification personnelle, c'est en lien avec sa communauté, c'est commun. Voilà. Est-ce qu'on décore les objets? Alors, là, c'est une question un peu épineuse. Si c'est un objet du quotidien dont on sait qu'il va s'user et que de toute façon il faudra le remplacer ou le réparer régulièrement, genre un filet de pêche, un harpon, un truc comme ça, les gens vont pas s'emmerder à le faire parce qu'il n'y a pas besoin de le faire joli. Voilà, c'est un truc. De toute façon, il vit sa vie quoi. Là, l'exception à ça, c'est s'il y a une superstition qui est attachée à un certain type d'objet.
si par exemple on a trouvé un point d'eau en suivant un poisson ou un oiseau particulier, ça va être tout à fait cohérent que toutes les jarres ou pots à eau de la communauté se retrouvent avec le dessin de ce poisson ou de cet oiseau stylisé. Ça, c'est la seule exception pour les objets qui vont se retrouver à devoir être changés, réparés, réutilisés souvent. Si par contre on est en train de parler d'un objet qui doit durer, genre une armure, encore que, voilà, ou les piluliers d'un médecin, un ciseau à boire, des choses qui vont rester longtemps. Si on a les ressources pour le faire, le décorer c'est assez fréquent. Ce que je disais tout à l'heure, on a cette superstition que la fiabilité de l'objet augmente en l'ancrant dans le monde physique, qui sera moins atteignable par le monde spirituel, donc on va le décorer. Ce qui va impliquer notamment que la plupart des habitations et structures construites, hein, genre les ponts, les routes, les puits, tout ça, vont avoir des ornements. Parce qu'on a envie de ne pas les refaire tout le temps. Voilà. Ouais, c'est un peu un repousse croque-mitaine, quoi, les motifs au final. Ouais, c'est ça, c'est du repousse croque-mitaine. Il y a alors, si je me remets dans la conception du monde de Kiwandoto, la psyché d'une personne, on vous fera un truc sur le monde spirituel la prochaine fois, je pense, ce sera bien. La psyché d'une personne, c'est sa forteresse dans le monde spirituel qui évite aux agressions de venir. Décorer quelque chose, c'est mettre plus de psyché dedans, du coup ça renforce sa présence, sa résistance aux agressions spirituelles. Simple mais efficace. Simple et efficace, voilà. Le truc le plus basique en termes de protection, de décor, c'est la peinture. Donc on va juste peindre en monochrome quand on n'a pas trop de temps pour ça. Si on a envie de commencer à raconter des trucs, à signifier une appartenance à une communauté, on va pouvoir utiliser des symboles ou des types de représentation, des motifs, voilà, qui nous définissent un petit peu. Je rappelle que chaque communauté a son propre symbole, hein, sur son bâton de comptage, et sur les bâtons de comptage qui lui permettent de faire des transactions. Donc juste le symbole de la communauté, c'est vraiment le truc de base. Après, au-delà, on va aller plus loin. En peinture, on va pouvoir, si on a un peu plus que de la peinture, on peut rajouter des éléments supplémentaires à la construction à but purement décoratif. Voilà, bah, genre j'ai fait un puits, et tiens, je vais mettre un petit pignon au-dessus. Ça n'a absolument aucun sens, ça ne sert à rien. Si c'est décoratif, du coup le machin va durer plus longtemps. Et si vraiment on a les ressources, le temps et tout ça, on va pouvoir, ou besoin que le machin dure vraiment très longtemps, on va pouvoir aller jusqu'à une sculpture complète du machin, avec des dentelles de pierre, des bas-reliefs, tout ça, à l'image des temples taillés à même la pierre qu'on a dans les endroits en Inde. Tout est sculpté, tout est ajouté avec des éléments en plus éventuels. Voilà. Ça, c'est les raisons de faire des trucs artistiques à Kiwandoto. Alors, est-ce qu'il y a des objets par contre qui sont qui ont des rôles purement artistiques, voilà, en dehors de création perso, de petits bijoux, trucs comme ça. Parce qu'on va faire des sculptures, des totems, un tableau, quelque chose comme ça. Oui, ça arrive.
je dis aussi, oui, je voulais en parler, mais les empilements de pierres. Alors, un truc purement artistique. Tels que les Inushkuk que font les Inuits, ou les trucs à la mode, là, de gens qui empilent des cailloux C'est en dans Bretagne, des ça casse agrégats. fait. Ouais, ce machin là qui développe, qui défie complètement les lois de la gravité avec des cailloux tout droits posés sur des tout petits, alors que le truc est énorme. Ça se fait. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Euh, Quand on le fait, c'est à but éducatif ou culturel, c'est-à-dire on va faire une peinture, on va faire une suite de sculptures dans un but de souder la communauté, de rappeler ses valeurs, de rappeler son histoire, d'éduquer les gens. Donc c'est l'équivalent d'une bande dessinée. Ça, c'est le premier rôle d'un objet d'art. Le deuxième rôle, c'est quand on a eu un événement marquant au niveau de la communauté, qui notamment a pu amener à de nouveaux tabous ou des nouvelles superstitions. On peut faire un objet qui va commémorer cet événement. Ce sera une sculpture, une peinture, un empilement de pierre, enfin. Voilà, mais ça, c'est l'aide mémoire qui permet de commémorer le passé. Et bien évidemment, le dernier cas, c'est l'art médical. Donc les peintures corporelles pour se protéger du poison, les productions artistiques pour conjurer le mauvais sort, donc les maladies. Voilà. Ça fait partie du travail. Donc notamment les rituels qu'on peut demander à un malade pour conjurer le côté psychologique, superstitieux de la maladie, c'est allez hop, tu vas nous peindre des cailloux en bleu. Voilà. Tu vas dessiner des oiseaux bleus sur des cailloux. C'est improbable un peu comme méthode quand même. Alors c'est associé avec la prise de médicaments. Et c'est pas très très différent de ce qui se faisait, que je disais, chez les Aztèques ou les Mexicains, la culture mexicaine de manière générale, et plus spécifiquement les Aztèques, où on donnait un remède physique aux gens à chaque maladie et on leur demandait un certain nombre de rituels religieux à faire tous les jours. Et quand on y réfléchit, il y a une certaine logique à ça derrière si on regarde avec nos regards modernes, et c'est le côté euh, vouloir guérir. En fait. L'implication psychologique dans la guérison. Prendre un médoc, c'est super facile, tu prends ta pilule, bim. Si tu commences à aller faire ton rituel tous les jours, tu t'impliques dans ta guérison. Psychologiquement, c'est plus facile d'avoir envie de. Je pense que c'est ce côté-là qu'il faut comprendre derrière. Et du coup, sur Kiwanoto, bah, c'est pareil. On le fait comme ça. Ah, des couleurs sympas, hein. Je regarde pas trop en fait l'avancée, je peux pas voir au fur et à mesure parce que j'ai mes notes en même temps. J'ai mon document Word qui me dit où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qu'il faut encore que je Du coup, t'as la raconte, tout ça. surprise. T'as la surprise Non, moment c'est. par moment. De quoi? T'as la surprise moment par moment à chaque fois que tu peux regarder, que tu te permets de Ouais, regarder le live. voilà. Alors, quels sont les matériaux que les gens utilisent pour les pratiques artistiques? Alors, argile, toujours, pour tout et n'importe quoi. Le bois, la pierre ou le métal, selon les usages, quoi. Voilà. L'argile et le bois, c'est souvent utilisé si, notamment l'écorce, si l'objet a but d'être détruit après. Voilà. Notamment pour les trucs médicaux. Le bois, la pierre et le métal, surtout pierre et métal, vont être utilisés sur des choses qui
qui ont un objectif plus culturel ou éducatif. Les mémoires de la communauté, tout ce qui est symbole, éducation. Voilà. Les nomades et les semi-nomades vont utiliser beaucoup de peau et de tissus et d'écorce pour faire des dessins dessus. Le métal, c'est plus compliqué pour eux, pas octobre. Voilà. Est-ce qu'on disait... Oui, donc les maquillages, les parfums, tout ça. Alors, à titre artistique, pour les spectacles et les festivités, ce sera surtout les artistes qui en porteront. Sinon, pour le commun des mortels, pour se camoufler, ouais. Pour se soigner des maladies ou de différents poisons ou s'en protéger, ok. Sinon, le seul intérêt possible, c'est une codification pour dire je suis en train de chercher un partenaire pour me reproduire. Un ou plusieurs d'ailleurs. Les trolls et les moutons étant complètement polygames. Voilà. Donc, ouais, c'est rare de voir des gens maquillés ou parfumés, sauf cas vraiment particulier. On a un spectacle de prévu, je suis un artiste, je le fais parce que c'est mon métier et je passe mon rôle, je passe au milieu des gens maquillés et déguisés. J'ai un rôle de sentinelle aujourd'hui, donc je vais me camoufler, ou je suis malade, voire je cherche quelqu'un pour aller dans ma tente. Et donc il va nous rester la troisième partie, les loisirs, les détentes et les jeux, tout ça. Alors, comment les gens se détendent? Parce que bon, l'univers est casse-pied, mais malgré tout, savoir se détendre, savoir prendre du bon temps, c'est capital pour ne pas sombrer dans la dépression et continuer d'avoir envie de se lever le lendemain. Donc, comme je disais en début de live, le truc assez fréquent, c'est la séance massage commun, voilà, qui se fait dès que possible ou quand on est enfermé parce qu'il y a une catastrophe dehors, un gros événement climatique, on s'enferme, donc il faut bien passer le temps. Donc le massage collectif, c'est fréquent. Voilà. Toutes les pratiques de décorer un gros bâtiment, de danse et de musique en groupe, les contes, les spectacles, tout ça. C'est participatif, ou pas d'ailleurs, le conteur il raconte juste les histoires tout seul. Ça, pareil, c'est des choses qu'on va retrouver aussi dès que possible, parfois un peu tous les soirs, hein, ou une fois par jour, ça peut être prévu, voilà, il y a un temps de allez, on écoute des histoires, on danse, on fait de la musique. Voilà, ça fait partie des choses qui peuvent être prévues, voire on fait des jeux. Alors les jeux collectifs qui vont voilà, se faire spontanément dans les moments de détente, on a l'équivalent du cache-cache, le roi du silence, le jeu du messager, c'est ce qu'on appelle le téléphone arabe. C'est pas le téléphone arabe. Voilà. Voir des jeux de pistes, jouer au loup, le chat, le plus renard du père, tout ça. Dans les moments de détente, c'est des choses qui se font assez spontanément. Et pratiquées aussi bien par les adultes que par les enfants. On sait à quel point c'est important ces éléments-là. Bah, c'est vrai qu'à une époque, je revois des images où le Colin Maillard ou des choses comme ça, c'était des activités de fin de soirée, genre après le repas, c'était vraiment toutes les personnes qui participaient en fait, c'était pas réservé à de Ouais, jeunes enfants quoi. c'est ça. Il n'y a pas de raison que ça le soit, hein, le Colin Maillard. Tu peux y jouer à tout âge, hein. Oui, mais je veux dire, de nos jours, tu vois pas des adultes dire allez, en fin de soirée, on se fait un petit Colin Maillard. Mm.
Ouais, que voulez-vous, hein, bonne dame, tout se perd. Non, mais j'y repense parce que je sais plus dans quel film j'avais vu ça, où justement c'était dans la noblesse qui faisait ça. Je les vois au lieu de faire un bal ou quoi en fin de soirée, ils sont tous en train de jouer au Colin-Maillard. Ouais. Ça se faisait il y a quelques siècles, quoi. J'en étais. Donc, Ah, oui, il y a des jeux physiques là qui peuvent être un peu plus organisés, un peu moins spontanés. Voilà, donc là, toujours objectif de ne pas gaspiller des ressources en les faisant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tout ce qu'on va retrouver, comme chez nous, hein, des jeux traditionnels. Le plus facile, c'est le tir à la corde, qui a aussi un intérêt d'être un jeu qui est coopératif en fait, puisque l'équipe qui gagne, c'est pas celle qui a le plus de force physique, c'est plutôt finalement celle qui a la meilleure coordination et qui gère le mieux son centre de gravité global et ses frottements. Du coup, c'est un truc qui est facile à mettre en place, et puis ça soude bien les gens, donc c'est bien. Voilà. Pareil en termes de coordination, les jeux qui consistent à pousser des gros rochers à deux ou trois en faisant rouler des énormes roues, ça se fait aussi pas trop mal. Hein. Euh, Sans gaspiller les ressources, on va pouvoir prendre un chou. Du chou, c'est super dur, c'est super résilient. Les entourer de cuir et de peau, et puis pouvoir faire des jeux avec des jeux de balles, hein, tout ce qu'on peut imaginer de foot, balle aux prisonniers, handball et ainsi de suite. Chaque communauté va avoir ses propres petits jeux à elle avec ça. On va facilement organiser des jeux d'adresse, hein, du panier, des fléchettes. Du panier, c'est lancer des trucs dans un panier. Là. Et puis des petites joutes, compétitions de nage, course, escalade, ski, patinage. Avoir un espèce de gros coton-tige géant et faire tomber l'autre à la flotte depuis le bateau, enfin. Toutes ces choses-là qu'on a à Fort Boyard aussi. Voilà. Ces, euh, ces événements-là existent sur Kiwan Doto. De façon spontanée, mais surtout de façon organisée. Alors ça va permettre de pouvoir fêter entre guillemets, une pause ou un moment de répit. Voilà. Euh, Quand on sent qu'on a besoin d'évacuer une certaine tension, on va organiser des joutes comme ça, pour lesquels les petits jeux classiques suffisent pas, parce qu'on s'en est pris il y a un peu plus dans la mouille que d'habitude aujourd'hui, ou depuis plusieurs jours, donc la tension est pas top. Donc tout ça, c'est les médiateurs, les artistes, les conteurs, hein, qui sont en charge de décider de ce dont la communauté a besoin pour se maintenir à flot. Voilà. Éventuellement, quand il y a un gros projet à réaliser, les jeux de force seront utiles pour entamer la construction de façon un peu ludique, genre lancer les troncs et bouger les cailloux, c'est bien. Ça permet d'amener les matériaux à l'endroit où il y a besoin de démarrer. pratique. Et voilà. On fait bosser les Euh, gens sans qu'ils bossent. c'est ça. Bon, ils sont tous d'accord, hein, ça va. Ça permet évidemment de commémorer des événements de façon régulière. Ça, c'est aussi les autres raisons pour lesquelles on va organiser ces jeux. Les, ce qui se fait sur les Highland Games, hein, qu'on a vu, hein, le lancer de troncs d'arbres, du truc de gros bûcherons. On va retrouver ça sur Kiwan Doto, typiquement dans un objectif de préparer une grosse construction ou grosse soupape de sécurité
après un gros événement, ou même simplement on peut organiser un événement de façon régulière parce que ça permet de rythmer la vie de la communauté. Ça se fait aussi, c'est pareil, c'est les médiateurs qui gèrent ça. C'est un poil plus rare parce que se dire on organise un événement particulier de façon régulière, quand on a un climat qui est erratique, voilà. C'est vrai que le climat de Kiwandoto est complètement aléatoire, c'est pas comme nous avec nos saisons où on se dit voilà, telle saison, ça sera la saison morte entre guillemets parce qu'il n'y aura rien à faire, donc il faut des choses pour fédérer la communauté et s'occuper. C'est ça. Nous, quand on faisait le festival du printemps, on le faisait, on savait qu'à ce moment-là, normalement, il fait un peu plus chaud, on peut sortir, voilà, quoi. Là, c'est pas le cas. Donc on essaye de le faire pour marquer à peu près le temps, mais enfin, le passage du temps, mais c'est pas forcément hyper facile. Voilà. Tout ce qui est déguisement pendant les festivités. Alors c'est globalement inexistant. Pourquoi? Parce que les communautés sont pas assez grosses ni hiérarchiques pour qu'on ait des besoins de faire ces mascarades, ces carnavals ou jours des fous qu'on pouvait avoir nous dans les villes au 15e, 16e, hein, un petit peu avant, qui permettent de renverser la hiérarchie, de se faire passer pour quelqu'un d'autre et tout ça. Comme on n'a pas ça, on a moins ce besoin. Et en plus, le déguisement, c'est vu comme une consommation de ressources. Donc soit c'est l'artiste, il a un ou deux déguisements et il s'en sert de façon régulière, c'est toujours les mêmes. Ou alors c'est un usage unique et c'est des ressources qui seront réutilisées juste après pour bouffer, pour faire des murs ou des portes et tout ça. Sinon, on évite. Il y a un groupe de joueurs sur une des parties d'initiation qui avait fait ça, qui avait créé un espèce d'énorme déguisement de crabe articulé pour servir d'expiatoire. Et puis après, bon, tous ces éléments-là avaient été récupérés pour reconstruire des maisons derrière, tout ça. C'était parfaitement cohérent, tout va bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Donc là, on a passé sur tout ce qui est jeux physiques. On a aussi des jeux de dés, des jeux de plateau, tout ça. Ça demande un peu de matos, mais ça peut se faire de façon très spontanée. Alors, il y a des jeux d'osselets et de dés qui sont très courants. Chacun a ses règles et puis ces petits jeux comme ça marche très très bien. On a beaucoup de carom aussi. Donc le carom, c'est le billard indien. C'est une grande plaque de bois avec des jetons qui ressemblent à des jetons des dames, mais un peu plus gros. Et on les projette avec des pichenettes de doigts. Voilà, donc ça, c'est des jeux qui se trouvent de manière assez fréquente. Le jeu le plus populaire, le plus répandu sur Kiwandoto, c'est la Wallée. À tes souhaits. C'est un jeu d'origine africaine, mais qui s'est énormément répandu aussi dans les Caraïbes, toute l'Afrique, sur l'Asie du Sud, voilà. C'est des jeux de semi-écontage. On a un paquet de graines ou de cailloux et on va les répartir dans un certain nombre de petits pots à chaque fois qu'on joue. Voilà. Alors pourquoi la Wallée? Déjà parce qu'il est très facile à faire, hein. Il suffit d'un tas de cailloux et puis on peut creuser les trous au sol. Voilà. Si on n'a pas de plateau, ça marche bien. Les règles de la Wallée impliquent que les gens qui sont autour peuvent discuter. Donc c'est aussi un outil de lien. Et il y a une règle importante dans la Wallée, c'est que quand on joue, il faut toujours s'assurer que l'adversaire puisse jouer après. On ne peut pas affamer l'adversaire au sens littéral du terme. Donc il faut prendre en compte que l'autre doit être capable de bouger derrière. Si on se plante, eh ben, c'est l'autre qui gagne. C'est aussi bête que ça.
Et du coup, la Wallé, c'est un outil de diplomatie de base sur Kiwadoto, à tel point que quand deux communautés se rencontrent, un des premiers trucs que font les médiateurs, c'est on joue à la Wallé. C'est une méthode d'échange culturel, de discussion et de prise de contact avec un intermédiaire qui, euh, qui va permettre de prendre la température. C'est globalement ce qui se fait. Une nouvelle communauté, des nomades arrivent dans la communauté, ils veulent prendre contact. Les médiateurs de chacun, ils vont se faire une partie et les autres autour, ils regardent, ils commentent, ils causent. Voilà. Donc le jeu a vraiment ce rôle, cet outil diplomatique là. Un peu comme les repas, je vois en Europe, on s'invite à manger ou on partage quelque chose en fait avant de discuter ou de parlementer. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors il y a beaucoup de jeux qui ont les mêmes principes que la Wallé, qui vont aussi être joués à Kiwandoto. C'est des jeux qui s'appellent des jeux de type Mancala. Alors vous m'excuserez la prononciation, hein, je vous avoue. Voilà. Donc c'est tous ces jeux qui partent du principe qu'on pioche des graines et on les sème un petit peu partout. Il y a des jeux à un cycle, des jeux à deux cycles. Deux cycles, c'est chacun fait son truc dans son coin. Un cycle, c'est les graines passent systématiquement d'un camp à l'autre. Voilà. Sur Kiwandoto, le plus courant, c'est les jeux à un cycle. Parce que justement, c'est un outil de diplomatie, donc que les choses passent de l'un à l'autre, c'est assez important. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme autre jeu de plateau qui se fait? Alors, tout ce qu'on peut retrouver, qu'on avait, nous, sur l'Antiquité et le Moyen-Âge, s'est développé après. Donc, le backgammon, la marelle, le go, le shogi, les dames, et d'autres trucs un peu plus obscurs, comme le Surakarta, qui est indonésien, si la mémoire est bonne, le Fanorona de Madagascar, le Yoté du Népal ou le Bakchal du Tibet, je note des noms. Voilà. Et le Xianqi de Chine. Donc, tout ça, c'est des différents jeux à pions qui consistent à se poursuivre, se capturer, prendre les pions des autres, empêcher l'autre de bouger, toutes ces choses-là. Un petit peu chaque communauté a le ou les siens. Voilà. Donc avec prendre ces choses-là comme base et puis adapter à chaque endroit. Donc, dans une communauté, on va retrouver toujours un awalé de base, en tout cas des gens qui savent jouer à l'awalé, s'ils n'ont pas de plateau pour l'awalé. La communauté va pouvoir récupérer des jeux au fil de ses voyages et de ses échanges, hein, ça se fait bien. Voilà. Quand on bouge, plutôt des jeux avec des plateaux sur des pots et des parchemins. Hein. Quand on bouge pas, on peut se faire des plateaux en bois, mais voilà, c'est un peu plus luxueux. Pour la variété. Et on aura aussi le jeu unique et propre à la communauté qui lui sert de symbole culturel et dont les règles en fait permettent de transmettre les valeurs, d'éduquer au fonctionnement et aux coutumes de la communauté. C'est un point important. Pourquoi? Parce que le nombre de jeux que plusieurs communautés partagent, ça indique la profondeur de leurs échanges et le niveau de confiance. Voilà.
plus des communautés ont des échanges riches, elles se sentent liées, plus elles vont se montrer des jeux variés et différents et s'en inventer entre elles, tout ça. Mais quand vous avez une communauté de nomades qui vient passer quelques temps, voire régulièrement dans une communauté sédentaire, ou l'inverse, hein, plusieurs communautés nomades qui passent du temps ensemble, tout ça, et littéralement parlant, si à un moment un des médiateurs sort dans, dans un échange diplomatique, sort le jeu entre guillemets, qui définit la communauté, le jeu de transmission, c'est littéralement une proposition de fusion, de rejoindre la communauté. Ouais, donc il y a même un double langage carrément par rapport au jeu sorti, comment il est joué, etc. Quoi. Ouais. Ah ouais, alors les règles de la volée sont pas toujours les mêmes partout, donc quand on se rencontre, on sort la volée, puis on se met d'accord sur les règles, et si on n'a pas les mêmes, on fait une partie dans chacun des plots des règles de chaque, donc ça peut être rigolo. Et voilà, donc après on peut éventuellement enchaîner sur d'autres jeux que chacun connaît, ou se partager les différentes choses. Et puis jusqu'au moment où là, bim, est-ce que vous voulez faire partie de chez nous? Je vous sors le jeu qui nous définit. On fait la partie, l'autre peut sortir le jeu qui le définit, et puis ainsi de suite. À partir de là, on peut même en créer un nouveau pour faire une nouvelle communauté. Voilà. On utilise ça comme outil diplomatique et outil d'éducation. Ouais. Donc le jeu est quand même un élément avec une importance symbolique forte à Kiwandoto, même si on les sort pas si souvent que ça. Il faut que les gens savent jouer et jouent. Voilà. Est-ce qu'on a des jeux de cartes? Alors, les jeux de cartes, par contre, n'existent pas. Pourquoi? Parce que c'est hyper cher à faire. Enfin, préparer des petites lamelles de papier, les décorer, tout ça, ça s'abîme. Globalement, c'est un truc qu'on évite. C'est pas pertinent d'en faire. Par contre, les personnes qui vivent dans les ruines ou qui en explorent, ça leur arrive d'en trouver. Voilà. Donc, on ne sait pas du tout comment ça se joue. On comprend même pas très bien ce que ça représente. On sait que c'était des jeux. Voilà, ça s'arrête là. C'est un petit peu comme nous quand on trouve les dés des Romains avec des symboles. C'est pas forcément des symboles de chiffres. On se dit bah ouais, ils avaient des dés. Voilà. Il y a quelques années, j'avais vu qu'on essayait de faire du rétro-engineering sur un plateau de jeu égyptien. En observant le plateau et les pions, essayer de trouver comment on pouvait y jouer. Voilà. Donc, on pourrait, hein, sur Kiwandoto, se dire comment on joue aux cartes avant la rupture, avant que tout parte en cacahuète. Alors les jeux de cartes en question, le jeu classique, il est en 5 parties. 5 parties, 4 cartes de chaque couleur. Enfin, 4 parties qui ont chacune une couleur, et une partie qui est plutôt bleu-gris. Donc les 4 saisons et le temps, hein, si vous voulez. Et chacune des cartes représente un personnage. Et on a à peu près 14 cartes par couleur. Voilà. Sinon, c'est tout. Tout ce que les gens savent. Bah, c'est déjà pas mal quand même.
C'est déjà pas mal pour ceux qui ont survécu, qui s'intéressent à regrouper les éléments d'avant la rupture, c'est ce qu'ils sont capables de retrouver. Voilà. Bon, on ne sait pas comment ça se joue. Voilà. Alors, est-ce que ces objets-là sont considérés comme précieux ou pas du tout? Alors, dans l'ensemble, à moins d'être un érudit, c'est vraiment typiquement le genre de truc dont on n'en a rien à carrer. Voilà. On ne sait pas à quoi ça sert. C'est limite du gaspillage de ressources parce que c'est fait avec du papier qui est décoré et on sait pas quoi. Enfin voilà. Ouais, ça avait sans doute une importance culturelle avant. Sauf que voilà, Aujourd'hui, c'est ça a plus traité d'intérêt. exactement. Du coup, ça n'a plus d'intérêt. Si si à l'heure actuelle on arrive quelque part, c'est une communauté qui est morte à cet endroit-là suite à l'épidémie, suite à catastrophe naturelle, tout ça, on va retrouver le jeu propre à cette communauté. Mais personne ne saura y jouer si tout le monde est mort. Donc on va le traiter exactement de la même façon, c'est-à-dire recyclage. Voilà. Encore que, si c'est un jeu de plateau, ce qu'on peut éventuellement se poser comme question, c'est euh, si j'arrive avec les pions dans le plateau, est-ce que je peux avoir quelques petites idées de, de ce qui soudait la communauté, donc de ses valeurs, et donc ça peut éventuellement donner des indices sur comment ils vivaient, et donc des précautions à prendre, ou même de ce qu'il y a autour. Si jamais le plateau représente l'environnement de la communauté, ça permet de savoir, là il y avait là il y a peut-être un point d'eau, là il y a une mine, là il y a clairement la carrière pour récupérer de l'argile, enfin voilà. Ça peut toujours valoir le coup de les étudier. Bon, quand c'est un jeu de cartes d'avant la rupture, évidemment, ça ne nous dit pas grand-chose. Oui, donc la dernière chose, c'est tout ce qui est boxe, pugilat, lutte, soumission physique, tout ça, qui étaient quand même assez fréquents chez nous et qui le restent. Voilà. Est-ce qu'on a ça sur Kiwan Doto? Alors, les bras de fer, oui, ça se fait. Tout ce qui est combat au sol, à titre amical, ça se fait aussi. En fait, on accepte tout tant qu'il y a rien qui prend le risque de blesser ou handicaper quelqu'un. Ça, c'est formellement interdit. Si on sent que des gens ont besoin d'expier leur colère ou de faire autre chose, ils s'engueulent, enfin voilà, qu'il y ait de la frustration qui est emmagasinée depuis quelques temps, on trouve une activité expiatoire qui ne passe pas par taper sur quelqu'un. C'est hyper important, donc ça va être faire des joutes, mais chacun dans son coin, donc de la course, du porter de trucs, du lancer de tronc, voilà. Bricoler un bonhomme à brûler, faire une piñata à taper, tout ça, ça passe. Mais ouais, les loisirs à base de je te tape dessus violemment ou on se jette des pierres à la gueule, même qu'on a pu avoir en Europe, non. Strictement prohibé. Et oui, parce que c'est du Voilà. gâchis de ressources pour le retaper derrière, quoi. Bah ouais, voilà quoi, c'est bon. La personne en face, après, est immobilisée pendant quelques temps, enfin, c'est tout cas l'intérêt. Bah, dans Voilà. un contexte de survie comme Kimandoto, c'est vrai que avoir une bouche à nourrir pour rien, qui peut rien apporter à la C'est chiant. communauté le temps qu'elle se refasse en fait, une santé après ses blessures pour un jeu, je peux comprendre que du coup ça soit pas, il n'y ait pas de logique pour l'univers. C'est ça. Il y a deux exceptions. C'est l'entraînement des personnes qui vont aller au combat, évidemment. Ça, voilà. Par contre, c'est jamais considéré comme un jeu, c'est de l'entraînement, c'est sérieux. Donc on fait en sorte de ne pas se tuer et de ne pas se blesser, mais ça peut arriver. C'est partie de la pratique. Et l'autre exception, donc c'est les bandes de parjures ou de fatalistes, les gens qui veulent vraiment répandre la rupture autour.
Ces personnes-là, par contre, des confrontations internes directes, c'est monnaie courante. Les joueurs de la campagne impair comprennent largement pourquoi, quand on est à fond dans la rupture, ce genre de confrontation, c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas organisés, c'est juste que, ouais, le combat gladiateur, littéralement, fait partie des loisirs possibles auxquels tout le monde peut participer. Voilà. Ou ce qu'on avait les faction fights en Irlande jusqu'au 19e siècle, hein, y compris sur les événements festifs, notamment les mariages. Voilà, les deux familles se mettent sur la gueule à coups de bâton. Et voilà. Il y a des morts, il n'y a pas de problème. Ok. C'est comme ça. C'est l'Irlande. Ça permet de régler les comptes sous prétexte de la fête. Ah, ouais, c'est assez fantastique. C'est l'Antrim Bata. C'est le bâton irlandais de l'école Antrim. Ouais, c'est ça. Ces trucs-là étaient utilisés pour protéger les tonneaux de whisky à la base, hein, voilà. Et bon, tout le monde pratiquait un petit peu, et donc on avait des faction fights. À chaque événement festif, deux équipes qui se mettent sur la gueule. Alors, apparemment, la tradition, c'était les mecs se mettaient sur la gueule à coups de bâton, et pendant ce temps-là, les femmes jetaient des cailloux depuis l'extérieur. Sur les mecs. Ok. Ça fait Voilà. un peu mariage d'Ostraki, c'est pas un bon mariage s'il n'y a pas 3 morts, quoi. Mais ouais, mais c'est impressionnant parce qu'effectivement, les morts étaient fréquents, quoi. Voilà, les morts, les handicaps, les blessures graves, c'était normal, quoi. Voilà. Donc on a des comportements comme ça dans les communautés qui ont un rapport un peu plus enthousiaste et fataliste avec la situation actuelle, ou qui ont pas mal de parjures en leur sein. Voilà, vraiment un peu plus nihiliste de la vie des gens. Et du coup, bah, j'en ai fini pour moi. Voilà. Et ben du coup, voilà Lilu de la lignée des Dryades. Mm. Et ben merci Xlatok, j'arriverai jamais à dire ton nom. Merci Xlatok, et ben merci à tout le monde d'être venu. Ouais, merci. Oh, on est 7 en ce moment, là, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Mm. Merci à tout le monde d'être venu. Et puis, bah, du coup, moi, pour un nouveau live dessin, ça sera lundi à 15h. Et pour un nouveau live esprit, ça sera le dernier dimanche du mois prochain. Le dernier dimanche de septembre, ce qui nous amène le 27 septembre. Voilà, dans 4 semaines. Voilà. Et puis, bah, ceux qui veulent continuer l'aventure esprit, il y a le lien du Discord d'esprit dans le chat. Et si vous voulez voir les lives précédents que vous auriez loupés pour en savoir plus sur esprit, Moonbot vous a aussi donné le lien vers YouTube. Mm. Donc du coup, je vous souhaite une excellente fin de dimanche et à bientôt. À bientôt, merci à toi.